Donc, bonjour tout le monde, et j'avais mentionné que je vais peut-être faire une petite capsule pour des exemples additionnels. Je pense que pour ce genre de matière-là, c'est vraiment approprié. Je vais essayer de vous montrer ici c'est quoi le questionnement classique là, qu'on doit faire là, quand on fait des problèmes du type chimie organique comme ça, quand on commence à faire des réactions. Euh, c'est certain, on peut pas visualiser immédiatement là, les structures résultantes instantanément. Là, ça prend une certaine réflexion. Puis avec un peu de pratique, ben on vient un peu plus rapide, là, mais je vous dirais que la clé dans la chimie organique, c'est toujours d'analyser la structure de notre produit de départ, puis de verbaliser, de s'écrire, ou bien, au moins de mentionner quel type de réaction on est en train de faire, puis est-ce qu'il y a des règles qui s'appliquent, par exemple comme la règle de Seltzer. Donc, il faut se poser ces questions-là parce que la chimie organique est une science où est-ce que c'est à peu près jamais possible de dire il va toujours arriver la même chose. En fait, chaque situation est assez unique, quoique des fois bien semblable. Là. Mais chaque situation doit être analysée séparément. Et on peut pas faire facilement des amalgames. On peut pas prendre des raccourcis. Et on peut pas prendre des trucs non plus. Ce qu'on peut faire, c'est avoir une bonne méthode d'analyse et appliquer correctement les transformations telles que décrites dans les capsules précédentes. Donc, comme je vous dis, c'est pas magique, là, il faut vraiment se pratiquer. Premièrement, ici, ce que je vais faire, en fait, dans les exemples ici, je ne ferai pas de mécanisme en tant que tel, je vais juste me concentrer sur l'élaboration là, de la structure résultante de la réaction qui est écrite ici. Et, naturellement, ce qui est important de reconnaître au départ, c'est que, par exemple, le composé initial, c'est un halogéneux. Donc, comme je vous dis, c'est important de verbaliser. Là, je l'écris parce que, naturellement, je vais vous montrer quoi ça a l'air, là, mais c'est important de verbaliser. Donc ça ici, c'est un halogéneux qu'on met en présence d'une base forte. Donc, à ce moment-là, il faut se demander, ces deux informations-là ensemble, qu'est-ce que ça me dit dans ce qu'on a vu dans la matière? Bien, ce qu'on a vu, c'est quand on mélange un halogénure avec une base, ça fait une réaction d'élimination. Mais tout ceci, comme je vous dis, c'est important de le verbaliser. Et l'élimination, ça nous amène vers la formation d'un alcène. Donc, c'était dans la partie élaboration, ou en fait, synthèse d'un alcène, là, comment on fait pour obtenir un alcène. Donc, comme je vous dis, tout ça, il faut le verbaliser. Ensuite de ça, bien, ce qu'on avait vu sur les halogénures, c'est qu'il existe le carbone alpha qui va tenir la fonction halogénure en tant que telle, et il y a des carbones bêta. Donc, on a un carbone bêta ici, et on a un carbone bêta à cet endroit-là. Et j'ai volontairement pris ici la notation stylisée pour vous forcer à visualiser les hydrogènes. Ici, en fait, il y a 3 liaisons sur 4 qui sont illustrées. Il y a un hydrogène qui est caché, entre guillemets. Et ici, il y a 2 hydrogènes qui sont cachés en tant que tels. Et si on se rappelle de la règle de Seltzer, la règle de Seltzer va nous dire que on va éliminer, donc on va faire la double liaison entre les carbones alpha-bêta qui vers le carbone bêta qui possède le moins d'hydrogène au départ. On disait le carbone bêta le plus substitué, c'est celui qui a le plus de substituants rattachés au carbone bêta. Ici, on pourrait aussi se poser la question quels sont les deux produits possibles et lequel qui est majoritaire et minoritaire. Et comme je vous dis, ben, l'élimination du côté gauche, si on veut ici, serait majoritaire. Donc le premier produit qu'on aurait ici serait quelque chose du genre. N'oubliez pas que quand on fait une élimination, l'halogène s'en va. Le brome s'en va. Donc on fait un alcène de ce côté-ci. Et ça serait le composé, comme je vous disais, qui serait majoritaire. Dans le même contenant, on n'y peut rien dans la vraie vie, là, les deux réactions vont se faire, c'est juste qu'il y a une plus grande proportion de produits qui va du côté gauche, comme ici, là. Mais on aurait aussi un deuxième produit dans cette réaction-là, qui serait le suivant. Donc si je fais la structure au complet, là,
avec une double liaison à cet endroit-ci. Et ça serait le composé minoritaire qu'on appelle anti-Sedzeff ou contraire à la loi de Sedzeff. Donc, ici, le composé majoritaire vient de l'analyse de cette structure-là avec le carbone bêta et on compte les hydrogènes. Okay? Donc, comme je vous dis, tout ça, quand on a un peu de pratique, c'est quelque chose qui va aller plus rapidement. Mais au départ, c'est bien important de verbaliser, de vous écrire, écrire les alpha, bêta, écrire les H. C'est certain que vous n'aurez pas à le faire tout le temps. Mais au départ, c'est important, je pense, de le faire. C'est un conseil que je vous donne. Donc ici, ça serait la réponse à la question. C'est les deux composés possibles. Si on se pose la même question pour le prochain exemple que vous avez ici, exemple qui, encore une fois, si on verbalise une petite affaire, on a un halogénure, encore une fois, à cause du chlore, et on a une base A. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ces deux trucs ensemble font une élimination, et que ça nous amène vers un alcène. Bon. Vous allez me dire, c'est la même situation. Je vais vous dire, oui, peut-être, mais on va quand même analyser notre structure initiale, puis justement, vous allez voir que c'est une preuve ici, qu'on peut pas toujours dire, ah, ça fait un alcène de chaque côté, c'est facile, puis ça me donne les deux réponses. Bon. Regardez bien. Ici, j'analyse ma structure. J'ai un carbone alpha. C'est bien. J'ai un carbone bêta de ce côté-ci qui possède 3 hydrogènes. Et j'ai un carbone bêta de ce côté-ci qui possède 0 hydrogène. Donc ici, il n'y en a pas de H. On a 1, 2, 3, 4 liaisons qui sont écrites. Le carbone bêta qui est ici ne possède pas d'hydrogène. Donc ce n'est pas possible de ce côté-là de faire une élimination, puisqu'on ne pourra pas aller voler un H et on ne pourra pas faire une double liaison vers le cycle mésénique. Si on fait ça, bêtement, je vous disais comme tantôt, on peut pas dire à chaque fois je fais une liaison de chaque bord puis c'est fini. Si je fais une double liaison vers la gauche, ici, je vais créer un carbone à 5 liaisons sur la pointe du cycle. Puis ça, c'est totalement interdit. D'accord? Donc, c'est toujours 4 liaisons pour un carbone. Ça me donne juste une option à ce moment-là. Il y a juste une seule option, et le seul produit possible, c'est même pas une question de majoritaire ou minoritaire, c'est le seul produit possible qui va être le suivant. On va éliminer, on va faire une double liaison vers la droite, et ça va nous donner ceci. Donc, ça ici, c'est comme je vous disais, c'est le seul produit possible d'élimination. On peut pas juste se dire, on fait des doubles liaisons de chaque côté, là, du carbone qui a du chlore. Fait que vous voyez, si vous avez ici un bel exemple il faut vraiment analyser notre structure initiale, puis se poser la question, c'est quoi la possibilité de réaction? Donc, vous voyez ici, il y a deux exemples. Mes deux premiers exemples, c'est une question très classique en chimie organique. On vous donne un réactif de départ, on vous donne une condition réactionnelle, et on vous demande, en analysant, de dessiner des structures qui sont résultantes des transformations. Ça, c'est un type de question. Je vous donne ici un deuxième type de question, où est-ce que, contrairement à ce que je viens de vous dire, je vous donne un produit de départ, je vous donne une cible finale, et je vous demande de me trouver le chemin réactionnel pour passer de A à B. Okay? Donc, on peut toujours verbaliser, c'est toujours la bonne chose. On a encore une fois un halogénure. Et là, cette fois-ci, j'ai pas de conditions réactionnelles, et je sais cependant que je m'en vais vers un alkane. Mais entre les deux, il y a un point d'interrogation. Alors ici, il y a plusieurs façons de résoudre ces problèmes-là. Des fois, on peut avoir directement la voie réactionnelle quand on connaît quand même assez bien ces réactions. Puis il y a une autre analyse qui s'appelle la rétrosynthèse, c'est de partir du produit final et essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il pourrait y avoir avant et quelle flèche on avait besoin pour se rendre. Ici, en plus, ce que je vous mentionne, c'est qu'il existe en fait deux façons qu'on a vues dans les réactions là, du début du chapitre 5, pour se rendre du point A au point B. La première façon, si vous regardez dans vos notes de cours, si vous écoutez aussi la petite capsule, là, je vais dessiner comme il faut. Si vous écoutez la capsule ou regardez la note de cours dans votre volume, il y a une réaction qu'on avait vue, c'était l'hydrogénation catalytique pour obtenir un alkane.
Donc, c'est certain qu'avec un alcane, ici, à droite, je vais aller voir dans mon volume la section qui me dit comment je fais pour avoir un alcane, qui s'appelle la synthèse d'un alcane. Donc, vous allez voir la section synthèse d'un alcane. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avec un halogénure, comme ceci, on peut faire une hydrogénation catalytique. H2 gazeux avec un catalyseur. Et ce que ça nous disait, c'est que ça faisait partir l'hydrogène et on obtenait notre alcane en tant que tel. Donc ça, c'est une façon directe, hein, une seule étape là, pour arriver à cet alcane. La raison pour laquelle je fais cet exemple-là aussi, c'est que je veux absolument tout de suite installer dans votre idée qu'en chimie organique, c'est assez rare qu'il y ait des réponses uniques quand on cherche des chemins comme ça. Des fois, c'est assez évident, puis d'autres fois, déjà ici, là, avec les très peu de réactions qu'on a vues jusqu'à date dans le chapitre 5, déjà ici, je vous dis qu'il y a deux chemins possibles. C'est-à-dire qu'il y a deux réponses qui sont aussi bonnes l'une que l'autre. Ce que je peux faire aussi, quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais un halogénure, on a vu qu'un halogénure aussi, ça réagit d'une autre façon. Que si je mets un halogénure en présence de NaOH, ça fait une élimination. Donc ici, on va faire une élimination, et ça, on va obtenir un alcène, comme on a dit tout à l'heure. L'alcène suivant serait l'alcène majoritaire, car c'est celui qui respecte la règle de Seitz. Et cette personne-là, ben, naturellement, n'a pas le produit final pour l'instant, mais cette personne-là a probablement une idée en arrière de la tête, c'est qu'on a vu qu'un alcène, ici, si on le met en présence de H2, palladium, platine ou nickel, ça fait une hydrogénation catalytique, et vous avez votre alcane. Enfin, donc, comme vous pouvez voir, les deux méthodes sont aussi bonnes l'une que l'autre. Dans un examen, je ne vous demanderai pas de chercher la méthode la plus courte. Je vais vous demander la méthode qui fonctionne. Et ici, vous avez deux méthodes déjà qui fonctionnent. Un chemin avec une étape additionnelle, mais c'est très très valable. Donc, soit on fait une hydrogénation catalytique du chlore et on s'en va vers l'alcane. Sinon, on prend élimination, formation d'un alcène et hydrogénation catalytique de l'alcène pour arriver à l'alcane. Donc, vous voyez, c'est une autre façon de visualiser ces réactions-là. Et ça passe par l'analyse de la situation initiale et avec, naturellement, une certaine habitude là, des réactions par après. Il faut les étudier un petit peu, là, c'est ce que je veux dire. Donc, voici un bel exemple d'application de chemin réactionnel pour arriver à ceci. Des fois, pour le prochain exemple, j'ai pas écrit qu'il y a deux façons de le faire parce qu'il y en a pas énormément en fait là. Mais ici, je pars avec un alcool. Donc, quand on part avec un alcool, on va aller vers un alcane. Les alcools ne réagissent pas pareil, ne font pas les mêmes types de réactions que les halogénures. Entre autres, ma voie numéro 1 que j'avais pris tout à l'heure ici, pour passer de halogénure à alcane directement, l'hydrogénation catalytique ne s'applique pas sur les alcools. Si vous allez voir dans ce qu'on a fait là jusqu'à date, là, puis ça arrivera jamais, on peut pas hydrogéner de façon catalytique un alcool, ça ne fonctionne pas. Les halogènes, ça fonctionne, mais pas les alcools. Donc ici, ce qu'il faut faire, ça serait de partir avec notre alcool. Et en fait, jusqu'à date, la seule réaction qu'on a vue avec des alcools, c'est une élimination. Et l'élimination avec l'alcool, c'est dans un milieu H2SO4, puis on va voir ceci, là, H2SO4 concentré. Donc, avec du H2SO4 concentré, ce qu'on fait, c'est une élimination. C'est une élimination. Et une élimination qui nous amène vers un alcène. C'est ce qu'on a vu jusqu'à date là, avec un alcool. Et selon la règle de Seitz, le produit majoritaire serait le suivant, l'alcène que vous avez ici, du côté gauche, parce que c'est là qu'il y a le moins d'hydrogène. Donc vous avez ici l'alcène obtenu lors de l'élimination. Est-ce que c'est un alcane? Non,
Pas encore, mais on vient de voir à l'étape précédente qu'un alcène, c'est pas bien grave. On peut le transformer en alcane assez rapidement avec H2 catalyseur et on va obtenir l'alcane désiré puisque ça enlève les doubles liaisons, ça les sature et ça change un alcène en alcane. Remarquez que je verbalise le type de composé, le nom de la réaction, hydrogénation catalytique. Je vais me rappeler les réactifs et je vais écrire aussi le produit en le nommant, là, pas seulement en nomenclature, mais en disant la classe de produit que j'ai obtenu. Donc vous avez ici un autre bel exemple d'enchaînement de réaction où est-ce que on doit user de stratégie pour arriver au bon produit à la fin. Donc, ça c'est un autre exemple. Je continue. J'ai ici pris un autre exemple qui était dans ce qu'on a vu. Encore une fois, c'est une question de reconnaître notre situation initiale. Cette fois-ci, on a un halogénure. Puis, je souligne la présence du petit 2 qui est ici, qui n'était pas apparu encore, donc c'est peut-être un indice. Et quand on a le métal sodium ici, avec 2 halogénures, bien, ce qu'on a vu, c'est que c'était une réaction de Wurtz. La condensation de Wurtz, c'est le fait de coller 2 chaînes de carbone, c'est pour ça qu'il y en a 2, pour doubler la longueur de la molécule. Là, ici, je veux dire doubler le nombre de carbone, parce que c'est pas nécessairement la longueur qu'on va doubler. Les 2 chaînes vont se brancher à l'endroit où est-ce que le chlore était. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la première chaîne, qui est comme ceci, le chlore était à cet endroit-là, et cette chaîne-là s'est branchée avec sa jumelle pour former une nouvelle liaison qui est placée ici. Avec du jaune, on la voit un peu mieux. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'il y a eu la jonction. Et je vous ferai remarquer qu'au début, on a 1, 2, 3, 4 carbones. Et qu'à la fin, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Donc, bingo, comme on dit. On a fait la réaction de Wurtz correctement. Et on a appliqué la liaison au bon endroit. C'est pas juste au bout de la chaîne qu'on peut se lier. Là. Ça peut se lier dans le milieu aussi. C'est à l'endroit où est-ce que le chlore se place pour être capable de faire la liaison ici. Donc vous avez bel exemple ici de la réaction de Wurtz. Et je continue, je vais grossir peut-être un petit peu cet exemple-là parce qu'il n'est pas gros. On va peut-être mieux le voir comme ça, de cette façon-là. Ce que je dis encore une fois, c'est que pour cette réaction-là, il va y avoir 2 façons. Et là, c'est pas nécessairement évident. Okay? Mais encore une fois, ça passe, là on cherche le chemin entre les deux, vous comprendrez bien, ça passe par la verbalisation et reconnaissance de la situation initiale. Ici, si vous regardez, on a non seulement un halogénure, mais on appelle ça un dihalogénure. Il y en a 2. Puis, dans ce qu'on a vu, les dihalogénures, il y a aussi un qualificatif qui vient avec. Si les 2 halogènes sont sur des carbones voisins, ça s'appelait un dihalogénure vicinal. Donc, une fois qu'on a reconnu ceci, on va aller chercher au moins dihalogénure vicinal et on va voir qu'on a besoin ici de former un alcène. Bien, on va peut-être trouver différentes façons. Vous allez comprendre ce que je veux dire. La première chose, c'est qu'un dihalogénure vicinal peut être utilisé pour faire directement un alcène à l'aide d'une réaction qui arrivait vers la fin du chapitre. Donc, premièrement, je vais redessiner la molécule comme ça ici. Le dihalogénure vicinal, je vais le terminer comme ceci, Cl, Cl. Si on le met en présence de zinc, j'avais écrit là, avec des doublets comme ça, puis ça va attaquer là, comme ceci. Là. Bien, le zinc, en présence d'un dihalogénure vicinal, donne directement un alcène. Et l'alcène se place entre les 2 carbones qui portaient les 2 halogénures au départ. On a donc réussi à faire notre alcène
one shot. Ici, j'ai fait exprès pour vous dire qu'il y a deux façons de le faire, parce qu'en effet, il y en a deux. Et je veux vous montrer aussi que quand on parle d'un dihalogénure vicinal, vous allez trouver ce terme-là aussi à l'endroit où est-ce qu'on a parlé des alcynes. Comme quoi, je redessine ma molécule comme ça ici, dihalogénure vicinal. Ce qu'on avait dit, c'est qu'un dihalogénure vicinal, si on est en présence d'une base forte, NaOH, ça fait 2 fois l'élimination et ça donne un alcyne. Donc, autrement dit, là, il faut le dessiner comme il faut. 1, 2, comme ça ici. Et l'alcyne va se trouver entre les deux carbones qui possédaient les chlores au départ. À cause de la géométrie linéaire, je suis obligé de le dessiner comme ça. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il faut que je dessine ma double liaison entre les carbones 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai donc obtenu un alcyne. Vous allez me dire, ouais, mais l'alcyne, c'est pas l'alcène qui est ici. Je vais dire d'accord, mais au début du chapitre 5, on a vu une réaction pour laquelle, quand on prenait un alcyne et qu'on faisait une hydrogénation un peu spéciale, avec le catalyseur de Lindblad. Ce catalyseur-là avait la capacité de prendre un alcyne et de le transformer. Moi, je vais le dessiner comme il faut, je m'explique, là. Et de le transformer en alcyne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ça transforme l'alcyne entre les carbones 5 et 6 en alcène entre les carbones 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, c'est placé correctement. Et c'est l'alcène qui était souhaité au départ ici. Donc, vous allez avoir ici là, deux façons de faire. Puis, je vous donne peut-être un dernier exemple ici. Là, encore une fois, je vais peut-être le grossir pour que ça vous voyez mieux. Voilà. Ici, on a encore un dihalogénure. On demande de faire un alcène. Vous allez voir qu'ici, je me laisse moins d'options. Premièrement, toujours reconnaître la situation initiale. C'est en effet un dihalogénure. Mais cette fois-ci, le dihalogénure n'est pas vicinal. Il est sur le même carbone. C'est donc un dihalogénure géminé. Puis si vous regardez dans vos notes, le seul endroit où est-ce que j'ai parlé de dihalogénure géminé, c'est quand on parlait de la formation d'alcyne. Donc ça, c'est plus qu'on s'en va vers un alcène. C'est pas tout à fait le bon produit pour l'instant, mais ce que ça va nous donner l'occasion de faire, c'est de dire, bien, je prends mon dihalogénure géminé, BR comme ça ici, BR comme ça ici. Si je le mets en présence d'une base forte, ça me donne un alcyne entre les carbones 2 et 3, de cette molécule-là. Pourquoi c'est les 2 et 3? Bien ici, c'est une question de la règle de Saint-Dié. De ce côté-ci, j'ai 3 hydrogènes. De ce côté-ci, j'ai 2 hydrogènes. Les éliminations vont se faire selon la règle de Saint-Dié du côté de parce qu'il y a le moins d'hydrogène. Donc, autrement dit, vers le centre de la molécule. À ce moment-là, je respecte la règle de Saint-Dié en disant que j'ai carbone 1, 2 et 3 qui sont placés comme ça. 4 et 5. Donc, en stylisé, ce serait la meilleure façon de faire, là, avec les carbones 2 et 3 qui sont à l'extrémité de l'axine ici. Donc, c'est la seule chose qu'on peut faire avec un dihalogénure géminé. On ne veut rien d'autre. Donc, géminé me donne alcyne, mélangé avec alcyne ici. Sauf que, on a vu à l'étape précédente qu'un alcyne, en présence de H2 et du palladium de Lindblad, bien, ça va nous donner un alcène, où est-ce qu'on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, l'alcène qui est placé entre les carbones 2 et 3, tel que demandé ici dans la question, et on va obtenir le produit final.
Donc, j'espère que cette capsule va vous aider. Comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment une question d'analyse. C'est une question de revenir dans ses réactions, là, normalement, là, à ce moment-ci, dans la session. C'est normal de retourner dans votre volume puis de chercher les réactions un petit peu. Là, on les connaît pas toutes. Mais je vous dirais qu'éventuellement, vous allez reconnaître des patterns en bon français, surtout ce genre-là. Hein, si j'ai besoin d'un alcène, ben, je peux créer un alcène puis faire une hydrogénation catalytique partielle dessus. C'est une façon là, qui est très très fréquente. Les éliminations sont naturellement très très nécessaires pour faire des liaisons multiples. La réaction de Wurtz, ben, on reconnaît avec le petit 2, avec le sodium, donc c'est comme ça qu'on peut reconnaître. Il faut brancher le bon endroit. Donc, et tout, là, à ce moment-là, vous allez avoir plusieurs exemples ici. Donc, pour ce qui est de cette capsule, là, ça fait déjà 25 ou 26 minutes que je vous parle. Je vais arrêter ça là, puis je vais vous mettre aussi sur le site du cours la page, là, les images, les petits dessins qui sont ici, en plus de la capsule en tant que telle. Donc, vous allez avoir le document papier, si on veut, et le document narré. Et regardez ça.